Donc ce panel se déroule en français et je vous remercie tous les quatre d'être ici présents. On va commencer par une petite vidéo qui va nous faire entrer directement dans le bain. Donc des petites et moyennes entreprises qui s'implémentent dans le monde, en Europe, au Canada, et qui seront bien accompagnées. Ici, vous allez les entendre directement. Donc je propose qu'on lance la vidéo et je vous demanderai de vous présenter après la vidéo et on commencera le débat. Merci beaucoup. BDG, it's a typical private equity firm. So we basically invest in small and medium businesses based in Canada with the goal of creating value, being a long-term investors. So really at the root of BDG, there's this collaboration between Canada and Europe. Our shareholders are Canadian and European, including Banque de Grove Petercam, which is a large and well-known financial institution in Europe. STUV, c'est une entreprise manufacturière de 35 ans d'expérience en Europe qui est positionnée comme pionnier, qui est fabricant de poêles et foyers à bois, à gaz et de granulés de bois. Il y a environ 10 ans, on a démarré une activité d'importation et de distribution des produits ici en Amérique et l'opportunité des marchés croissants nous a amené à conclure une entente de partenariat pour l'établissement, la mise en place d'une filiale nord-américaine pour la production l'assemblage des poêles ici au Canada. Integrate, dans le fond, c'est une compagnie qui a été fondée en 1992. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les organisations à être plus efficaces en automatisant les processus d'affaires reliés aux documents papier et électroniques. PMP est une firme qui fait du service conseil en stratégie. PMP accompagne les clients du développement de leur stratégie jusqu'à l'implantation, en passant par tout ce qui est expérience client, digital, pilotage financier. Mostly in Europe, it started out in telecommunications, but since then has moved into transport, to energy. And the office in Montreal also focus on financial services, so banking and insurance, because of the team's background here in Montreal. E2M, équipement médical mobile, est une filiale franco-belge qui est installée depuis 2016 à Montréal. Nous sommes en fait représentants directs de fabricants européens dans le cadre d'équipements de mobilier médicaux, c'est-à-dire ça va du chariot brancard en passant par les chariots de soins, les fauteuils de prélèvement, beaucoup de produits. Depuis 25 ans, on se connaît sur le territoire européen, on pratique et on distribue des produits tout au long de l'année. Et au détour d'une réunion, on a décidé communément de lancer cette filiale sur le Canada, sachant que pour nous, le nord-américain, et là surtout la partie canadienne, il était difficile d'accès. Le marché nord-américain des poêles et foyers est quand même bien desservi depuis longtemps, mais les produits proposés, je dirais, présentent des caractéristiques qui ont été plutôt stagnantes au niveau des technologies d'intégration architecturale. STUV nous offrait la possibilité de présenter au marché canadien des produits qui ont une valeur ajoutée au niveau du design et de la technologie. From the European investor, Canada offers a very attractive place to invest. Really at the basis, Canada has a pretty good solid financial systems. There's a long history of collaboration between Canada and Europe. So it's, from a cultural standpoint, there's really a proximity. So all that provides pretty good basis in building a business case around that.
So regarding BDG, what we've done is basically developing an investment thesis, business cases, and which provide pretty good opportunities so to leverage the synergies between investors, businesses, in both sides of the ocean. Donc un partenariat technologique avec une entreprise européenne, pour nous, on voyait ça comme une opportunité et c'était bon pour les deux parties. Donc nous, on a développé dans le fond une solution qui s'appelle Sensas, qui permet justement d'automatiser tout le traitement de la capture de documents, de l'extraction des workflows par image. Et dans le fond, on a combiné les forces des deux parties. Donc du côté européen, notre partenaire avait développé certaines parties et on voyait que c'était dans le fond une solution gagnant-gagnant pour être capable de développer les deux côtés de l'Atlantique. Dans notre activité, ce qui a été le plus important, c'était de pouvoir bénéficier de la connaissance des Européens au niveau de la fabrication de leurs produits avec la valeur ajoutée et de notre côté, de la connaissance du marché, de la culture canadienne. Pour nous, ça a été en fait deux aspects. Premièrement, ça a été de bâtir une équipe locale, donc de ne pas simplement expatrier des gens d'Europe, mais donc on a bâti une équipe locale solide qui connaît bien le marché. Et on s'appuie évidemment sur ce qui a été développé en Europe, donc à la fois le réseau international, le client, qui nous aide à ouvrir des portes ici, et puis l'expertise du cabinet développée au fil des années, qui nous aide aussi à être crédible rapidement auprès de clients au Canada. So the legal aspect is very important. We have to be sure that when we create this kind of partnership, we have to use a company for helping us to create a real partnership based on the two different cultures, okay? And it's important to select the good one because there's some issues about the time zone, the culture, the marketing aspect. There's a lot of difference, but at the end, the success must be where we create a real partnership based on the good value and an added value for the market. C'est accompagné de partenaires qui nous ont aidés tout au long de notre création de société sur tous les échelons que je viens donc d'évoquer. La partie juridique est importante pour la création d'une société, et surtout dans notre cas où on avait une société qui était une société avec plusieurs acteurs et dont des fabricants. La partie fiscale pour se renseigner, pour savoir de quelle façon il fallait articuler et quels étaient les statuts que nous devions avoir. Et puis ensuite, il faut se lancer avec des compétences, des connaissances et bien sûr une étude de marché complète du produit. Eh bien, donc, on s'est dit que cette vidéo serait une bonne entrée en matière parce qu'en fait, ce sont des cas concrets. Et donc, je remercie Xavier pour la vidéo et je propose que vous vous présentiez l'un après l'autre. Par contre, on n'a que 3 micros et on a le Covid. Donc, enfin, on n'a pas le Covid, voilà, non, mais on doit y faire attention. Donc, je vous donne la parole et je vous laisse passer le... Parfait. Je vous rassure, on n'a pas la Covid, j'espère. Chris de Souter, responsable de la banque privée de Banque de Groof Petercam Luxembourg. Luxembourg est l'entité pour le développement des activités banque privée à l'international, y inclut le Canada. Comme de Bagneux, directeur des services aux entreprises pour le bureau Europe de la Banque coopérative Desjardins, qui est une banque leader au Québec et la 6e banque au Canada. Bonjour à tous, mon nom est Xavier Van Overmeer, je suis associé du bureau d'avocats Dentons. Je partage mon temps entre Montréal, Toronto et quelques villes de l'Union européenne, et donc ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Bonjour à tous, mon nom est Benoît Denayer, je suis le fondateur et le co-CEO de Actito. Actito, c'est une entreprise belge basée à Louvain-la-Neuve qui compte à peu près 150 personnes et qui est active dans ce qu'on appelle le marketing automation. Donc une technologie qui est à la limite de ce qu'on appelle le CRM. Et si je suis là et j'ai accepté l'invitation, c'est parce que j'ai lancé il y a 5 ans maintenant une filiale à Québec, Québec City, qui adresse en fait tout le continent nord-américain. Et c'est quelque chose qui est une expérience très très intéressante. Ça nous a permis de comprendre beaucoup mieux l'accès au marché nord-américain, et il est en fait facilité
par toute une série de dispositifs, peut-être dont on parlera, notamment la WEX, mais également ce qui est offert de l'autre côté de l'Atlantique par Investissement Québec, par exemple. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez voir qu'on est très bien accompagné, surtout sur un sujet qui est aussi important et qui sont des cas pratiques. Donc, je vais directement adresser la première question je m'excuse, je tutoie. On s'est déjà tous rencontrés, donc ne pensez pas qu'il y a trop de familiarité, mais c'est plus simple. Donc, comme Desjardins est une banque canadienne avec des bureaux à Paris, afin de couvrir le territoire européen, quels sont les objectifs d'accompagnement de firmes canadiennes, québécoises, en sol européen dans les 5 prochaines années? C'est une excellente question, puisqu'on vient de clôturer nos plans d'action pour 2022 et de sceller nos objectifs. Les objectifs sont ambitieux. Je voyais tout à l'heure la présentation, effectivement, de Mathias de l'Union européenne, qui montrait bien qu'il y avait quand même un déficit de balance commerciale en faveur de l'Union européenne. Et donc les objectifs du Québec et du gouvernement fédéral canadien, de la province de l'Ontario et de toutes les autres provinces, sont très clairement de booster l'export canadien en Europe. Alors pour ma part, ça va correspondre à 250 ou 300 entreprises pour les 5 ans à venir. On est évidemment sur une échelle montante. On espère que la pandémie va se calmer un petit peu, ça nous aiderait. Mais très clairement, ce sont des objectifs ambitieux. Et on voit cette année une accélération. On a vu en 2020 très clairement une baisse qui était là encore une fois sur les courbes de l'Union européenne. C'est assez marquant de voir que ça correspond exactement à nos chiffres. On a vu une baisse de 10% par rapport à 2019, ce qui est peu par rapport à d'autres secteurs, mais qui est quand même gênant. En revanche, en 2021, et je pense qu'on peut dire que l'année est quasiment finie, on a vu une stagnation, donc c'est plutôt positif, on serait sans doute en bas de la courbe, en termes d'investissement européen au Canada, donc on s'attend à ce que ça remonte, et on a vu une accélération en réalité des entreprises canadiennes dans leur installation ou dans leur projet d'export en Union européenne. Alors, on se l'explique parce que, évidemment, la frontière US-Canada a été fermée. On a aussi plus de temps avec la pandémie pour étudier des projets sur lesquels on travaille moins quand on est pris dans les ventes et dans le commerce. Et donc, les Canadiens se sont dit, on va peut-être profiter de ce fameux CETA et on va regarder du côté de l'Europe ce qui peut se faire. Donc, on a vu cette année, en 2021, de façon assez surprenante, je dois dire, une reprise des investissements canadiens en France, et c'est une très bonne nouvelle. Donc en France et en Union européenne, puisqu'on dessert vraiment toute l'Europe, on le voit en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et ailleurs. Bien, c'est bien, c'est positif. Donc au moins, on voit des évolutions et vous avez bien fait de venir vous installer et développer le marché alors. Et donc, une question pour vous, Chris. Historiquement, De Groove Petercam est implanté physiquement en Belgique, au Luxembourg et en France, donc ce qu'on appelle bien le Benelux. Qu'est-ce qui a attiré De Groove Petercam à s'installer au Canada? Donc vous avez fait l'exercice inverse. Tout à fait, c'est vrai. Historiquement, De Groove Petercam, qui a 4 métiers, c'est-à-dire la banque privée, l'investment banking, l'asset management pour clients institutionnels et tout ce qui est asset services. D'origine, ça se trouve, on s'est implanté physiquement en Belgique, en France et au Luxembourg. On a constaté, post la crise financière, que notre clientèle se posait énormément de questions par rapport au Canada. Il y a des clients privés, mais aussi des entrepreneurs qui se sont dit, on a eu la crise de l'euro, est-ce qu'il faut rester en Europe, est-ce qu'il faut diversifier?
Est-ce que ce n'est pas intéressant de mettre des actifs en dehors de l'Europe, de la zone euro? Et au même moment, on a vu des Canadiens qui sont intéressés par l'Europe. Parce que, bon, historiquement, ils sont bien investis au Canada et en Amérique du Nord, mais ils sont quand même intéressés par l'Europe. Et donc, quelque part, on avait l'impression, en étant basé en Belgique ou Luxembourg, en France, d'être basé sur une sorte de carrefour, un peu le centre de trafic entre ces trois pays et le Canada. Et donc, on a commencé petit à petit à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on peut aller faire? Et nos clients étaient surtout intéressés dans 3-4 choses, je dirais. Et un des premiers steps qu'on a pris au Canada, c'était un investissement, un joint venture avec un partenaire local au niveau private equity, BDG Partners. Aujourd'hui, on a levé 2 fonds, on a récolté 250 millions de dollars canadiens qui est investi. Le premier fonds se comporte très très bien. On a déjà vendu 2 sociétés avec des multiples très attractifs. Le troisième, il y a une réalisation en cours. Donc ça se comporte très très bien. Et donc petit à petit, on a augmenté nos investissements au Canada. On a ouvert un bureau de représentation pour encore mieux comprendre c'est quoi les opportunités, c'est quoi que le marché cherche. On a pris récemment des licences de gestion pour s'occuper des résidents canadiens à partir de la banque au Luxembourg. Et on est en train de préparer notre 4e step, et voire même 5e step au Canada. Et tout ça, quelque part, ça vient, je pense, les éléments derrière sont, c'est un pays en croissance, c'est une économie importante, il y a une proximité de culture entre l'Europe et le Canada, il y a un cadre légal dans lequel on peut fonctionner, opérer, prendre des initiatives business qui est stable, qui est cohérent. Et il y a quelque chose qui fonctionne naturellement entre des Canadiens et des Européens, surtout des Belges, des Français, des Luxembourgeois. Ça, c'est un petit peu brièvement résumé. Non, mais je pense que c'est bien résumé. Ça donne, ça montre voilà, l'exercice dans les deux sens. Et c'est bien de voir que culturellement aussi, ça fonctionne aussi très bien. Je pense que Sam l'avait très bien dit tout à l'heure quand il a dit que le Canada est le plus européen des pays. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie belle entente. Et je pense aussi, il n'y a pas juste le culturel, mais au niveau business aussi. Il y a du sens. Et il y a la confiance. Et je pense que ça, c'est quelque chose aussi de très important. Xavier, je me tourne vers toi. Par ton expérience en qualité d'avocat d'affaires, donc c'est toi qui aides tous ces entrepreneurs, que peux-tu dire sur l'investissement des entreprises européennes au Canada? Y a-t-il des transactions qui s'imposent plus que d'autres? Merci pour la question. C'est effectivement une question assez large de se demander, mais finalement, qu'est-ce qui intéresse les entreprises européennes lorsqu'elles décident d'investir au Canada? Ce qu'on voit, j'ai l'impression qu'on voit véritablement un lien entre l'investissement des entreprises européennes dans les secteurs qui ont été développés les 15 dernières années au Canada, et les secteurs forts, si je peux en citer quelques-uns, on avait un panel précédent justement sur les sciences de la vie et la santé. On sait que 10% du PIB canadien au jour d'aujourd'hui, c'est le secteur de la santé. On sait qu'on a énormément d'incitatifs fiscaux en matière de recherche et développement. On voit des entreprises comme Novartis, Sanofi avec son centre de vaccins à Toronto. On voit d'autres secteurs, le secteur de l'aéronautique, bien entendu, avec Montréal comme étant la 3e ville d'aéro après Seattle et Toulouse, avec forcément des entreprises comme Airbus, Mecachrome, Sonaca en Belgique, ou encore Rolls-Royce qui est présente également. On voit des secteurs qui se développent dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec le centre, on dit que Toronto est maintenant devenu le 3e centre TIC en Amérique du Nord.
le MILA à Montréal, avec donc le centre en intelligence artificielle avec le professeur Joshua Bengio, l'agroalimentaire, l'environnement et notamment l'énergie. L'énergie, c'est important parce qu'on divise souvent le Canada en deux parties, pétrole et gaz du côté de l'ouest. L'Est, l'hydroélectricité, bien sûr, on en parle beaucoup, mais ce dont on parle au jour d'aujourd'hui beaucoup également, c'est l'hydrogène, avec Umicore, avec Air Liquide, mais également le secteur des batteries, avec British Volt qui va sans doute faire un investissement massif. Donc voilà, j'en ai oublié beaucoup parce que l'environnement, il y a bien sûr toute la question de la gestion des déchets, l'entreprise de Richebourg qui a fait un investissement également important. Donc tout ça pour vous dire que qu'est-ce qui incite les entreprises européennes à investir au Canada? Je pense que c'est l'attractivité de ces secteurs excessivement forts et qui se développent depuis une quinzaine d'années qui justifie justement cette attractivité importante. On peut également noter, on en reparlera peut-être, le fait que le Canada, avec sa proximité, mais surtout son lien d'affaires, 70% des activités économiques du Canada sont portées vers les États-Unis encore maintenant, et donc il y a vraiment cette passerelle qui est offerte à ces entreprises qui investissent au Canada vers le marché, vers un plus gros marché, celui des États-Unis. Alors, sur le type de transaction, peut-être deux choses. D'abord, encore une fois, on y reviendra peut-être plus tard, mais le CETA a amené quand même un certain nombre de visibilité à des secteurs qui étaient parfois pas nécessairement mis en lumière et qui, grâce au CETA, sont sortis de l'ombre. Tout ça a donné plus une disponibilité de l'information financière et économique de plus en plus importante. On a vu des transactions, bien souvent des acquisitions, avec des changements de contrôle, mais surtout des partenariats. Donc on voit que de plus en plus se développent des partenariats à différents niveaux. On l'a vu dans les témoignages qu'on vient de voir en vidéo. On voit BDG par exemple avec la banque de Groove Petercam. On voit finalement c'est beaucoup d'investisseurs européens qui font confiance à un management canadien. On voit Stuve en l'espèce, c'est une joint venture. On voit dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication à Arco et Integrim. Donc on voit cette notion de partenariat qui est de plus en plus présente. Et on s'en réjouit d'ailleurs parce que je pense que dans un contexte de chaîne de valeur mondiale, c'est principalement le partenariat qui doit être mis en avant. Non, ça, je confirme. La notion de partenariat est vraiment particulièrement importante parce que vraiment, on en revient ensemble, on est beaucoup plus fort. Et malgré la pandémie où on a dû prendre une certaine distance, on doit vraiment continuer à travailler ensemble et s'entourer des personnes qui sont expertes chacun dans leur domaine. Ici, on a la finance, on a la loi. Ici, on va avoir votre cas concret aussi, Benoît, avec la question. Mais voilà, je me permets d'insister, il faut vraiment... Profitons d'un summit comme aujourd'hui pour justement continuer à discuter ensemble, pour vraiment voir comment est-ce qu'on peut développer nos projets, comment est-ce qu'on peut utiliser les forces des uns et des autres. Donc voilà, une petite parenthèse pour rappeler l'intérêt d'un sommet comme ça qui nous ramène ensemble en présentiel et en virtuel. Mais maintenant, voilà, excusez-moi, on a la chance maintenant de pouvoir avoir le regard du secteur privé aussi. Donc, Benoît, Actito est une firme de logiciels de Louvain-la-Neuve qui a ouvert un bureau dans la ville de Québec. Qu'est-ce qui a motivé ce choix par rapport à d'autres régions comme Montréal, Toronto ou autres? Alors, c'est l'effet d'aubaine, on va dire, hein, comme ça. Vous m'entendez? Oui. J'ai visité à plusieurs reprises, notamment au travers de missions princières ou royales, plusieurs régions du Canada. On a été jusqu'à Vancouver, on a vu Toronto, on a vu Montréal, on a vu un peu tout ce qui existait. Et puis au final, on s'est un peu fixé sur Québec pour diverses raisons. D'abord, parce qu'on a rencontré là-bas quelqu'un qui était une jeune femme belge qui s'est installée depuis plusieurs années au Québec. Et donc, la personne, évidemment, c'est toujours important. On avait là une personne qui était en mesure de prendre les rênes du projet. Ça, c'est la première chose. Et puis,
il y a clairement pour nous un souci ou une opportunité qui est la main-d'œuvre. Et la caractéristique de Québec, si on compare à Montréal, c'est que Québec, en tout cas quand on y était une ville où il était plus facile de se procurer de la main-d'œuvre qui était à un niveau de qualité de ce qu'on voulait, avec aussi le souci pour nous de conserver ces gens pendant une certaine durée, alors qu'à Montréal, à l'époque, c'était extrêmement difficile de trouver des gens et extrêmement difficile de les garder aussi. Là, on a un très très bon maintien des forces vives dans l'entreprise. Il reste plusieurs années. Les salaires aussi sont un petit peu en deçà de Montréal et ils sont surtout très en deçà de New York. Il ne faut pas oublier que le marché québécois, pour nous, est intéressant. Le marché canadien l'est certainement, mais c'est le marché nord-américain qui nous intéresse. En réalité, nous, on ne voit pas ça comme étant un ensemble de pays, on voit ça comme l'ouverture sur un continent. Et ce qui est intéressant, c'est que pour quelqu'un qui se trouve aux États-Unis, on a plusieurs clients aux États-Unis, ça lui fait en fait pas grand-chose de différence de savoir que son dossier il est traité à New York, à San Francisco ou à Québec. Et même dans l'imaginaire, l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a une espèce de conurbation entre New York, Toronto, Ottawa et Québec. Et donc les gens voient que c'est le Nord. Le Nord, avec pas mal d'avantages aussi, c'est que nous, on est une entreprise de ce qu'on appelle du SaaS, c'est-à-dire qu'on a des logiciels qui tournent dans le cloud, et donc on doit placer ça sur des data centers. Or, on est une entreprise européenne, on peut avoir des soucis liés au RGPD, ce qui veut dire que, par exemple, héberger des données aux États-Unis, c'est extrêmement difficile. Parce que si, pour une raison ou pour une autre, on a des données de citoyens européens, ça veut dire tout un tas d'embarras, étant donné que, vous le savez sans doute, les États-Unis n'ont pas un niveau aujourd'hui qui est réputé acceptable en matière de protection des données personnelles, ce qui fait qu'il faut contractualiser des tas de choses. En revanche, c'est extrêmement pratique parce que le Québec, lui, a un niveau d'adéquation, le Québec et le Canada, a un niveau d'adéquation, parce qu'ils ont une réglementation qui est fort inspirée de la nôtre. Et ça veut dire qu'installer des données même de citoyens européens au Canada, ça ne pose aucun problème. Donc là, on a installé nos data centers pour l'Amérique du Nord à Québec d'ailleurs. Et on sert de là, sans aucun problème, des gens qui se trouvent aussi bien à San Francisco qu'à New York, voire en Floride. On a des clients en Floride et au Texas servis à partir de Québec. Toutes sortes de raisons qui militent pour que les entreprises belges qui veulent accéder au continent américain se positionnent au Canada et en particulier à Québec. Ça, c'est en effet un point et que tu avais mentionné aussi, commencé à aborder, Xavier. Donc peut-être on va venir directement à cette question. Puisqu'on est sur le sujet, la porte d'entrée aux États-Unis. Donc le Canada et les États-Unis ont des liens très forts et des marchés qui se complètent. Nous pouvons penser à la côte est-américaine en lien avec les provinces de l'Ontario et du Québec, ou de la côte ouest américaine avec la Colombie-Britannique. À quel point le Canada peut être une porte d'entrée stratégique pour un développement sur l'ensemble d'Amérique du Nord. Donc ici, on a entendu par rapport à votre activité, ce qui est bien, mais est-ce qu'il y a d'autres, parce qu'il y a quand même des contraintes. En effet, on parlait tout à l'heure du GDPR, mais peut-être que tu veux développer cette question. Oui, en deux mots peut-être, mais sur le plan légal, bien entendu, je veux dire, on a deux, donc il faut d'ailleurs faire très attention parce qu'en termes d'investissement, souvent on dit j'ai investi en Amérique du Nord, mais on est bien d'accord que la réglementation au Canada et aux États-Unis n'est pas identique. Hein. Ça c'est toujours important à rappeler, en effet. Alors, je dirais cependant, la réalité, il y a plusieurs points que je pense qui peuvent répondre à cette question. Premièrement, on a un accord de libre-échange quand même, hein, donc l'ALENA qui est devenue l'AUMC, donc qui facilite grandement, forcément sur certains aspects en tout cas, l'accès au marché des États-Unis. Ce qu'on voit en tout cas dans la pratique quand même, c'est qu'au lieu d'avoir une division quelque part entre le Canada et les États-Unis, on voit qu'on observe une division importante entre l'Est et l'Ouest.
Donc, notamment des entreprises qui développent en fait plutôt le marché de l'Est et l'Est le marché de l'Ouest, et inversement. Donc, on a quand même deux marchés qui coexistent, mais plutôt de l'Est et l'Ouest. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans l'expansion d'activité des entreprises internationales. Et peut-être un dernier point sur cette question-là, c'est que, et souvent on l'oublie, c'est que le fait justement que le Canada ait environ plus de 70% de ses échanges avec les États-Unis, des villes comme Montréal et Toronto ont développé une expertise assez, enfin quand je dis Montréal, c'est le Québec et l'Ontario, ont développé une expertise assez intéressante et importante avec justement sur le plan réglementaire, puisque tout quelque part, bon, il y a beaucoup de barrières en fait qui sont des barrières effectivement réglementaires, et on a besoin d'experts pour justement pour faire face à ces barrières-là. Et donc, on a une expertise très importante au Québec et en Ontario pour nous permettre justement de poursuivre l'expansion vers la côte est américaine. Donc ça, c'est un point important. On retrouve cette expertise qui permet véritablement de créer un pont beaucoup plus facilement à partir du Canada parfois, qu'à partir de l'Union européenne, par exemple. Et donc le Canada peut s'avérer être un passage assez intéressant vers les États-Unis parce qu'il y a cette expertise qui a été développée et ce réseau d'affaires, finalement, qui suit cette expertise. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que d'un point de vue européen, on a peut-être tendance à voir l'Amérique du Nord en entier. Mais c'est vrai que pour une porte d'entrée, le Canada reste quand même, je pense, un environnement qui est beaucoup plus friendly, parce que justement un peu plus proche de nous culturellement, et évidemment la barrière de la langue, des fois, pas tout le monde peut parler couramment anglais, donc de pouvoir parler avec des acteurs francophones aussi, le Canada ayant les deux, c'est vraiment quand même un bel avantage. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit point sur ça, d'un point de vue banque ou finance, vous êtes welcome. Eh ben, c'est tout à fait ce qu'on observe, hein, la conquête de l'Amérique du Nord, mais ça demande beaucoup de préparation, hein, parce que comme le signalait Xavier, les lois ne sont pas identiques. Il faut aussi considérer certaines différences, même si elles sont souvent mineures, entre les provinces au Canada et entre les États aux États-Unis. Donc il faut vraiment faire attention à ça. On a eu des petits coups de frein de clients qui, évidemment, passant du Canada aux États-Unis, n'avaient pas anticipé certaines choses. Ça se prépare comme tout, mais sinon, ça se fait extrêmement bien. Il y a des champions européens au Canada qui, ensuite, attaquent le marché américain. Ça peut, dans certains cas, ça dépend vraiment du marché que vous visez, demander une création de filiale aux États-Unis qui va être piloté depuis le Canada pour des raisons, on va dire, un peu protectionnistes et amour du Buy America au sud. C'est ce qu'on observe. Peut-être pour ajouter deux éléments, je pense. Au début de la conversation, le mot partenariat est tombé. Nous, chez Degroof Petercam, on est convaincus, si on fait quelque chose au Canada, c'est pas qu'on doit venir et dire on est Degroof Petercam, mais on va imposer. Il faut vraiment avoir un partenaire local avec lequel on peut contribuer, travailler ensemble. Parce que je pense, pour être successful, en tout cas dans notre métier, il y a un espèce de branding local ou d'équipe locale qui est très important. Ça, c'est le premier élément. Deux, beaucoup de choses dans la finance, même si on essaye de standardiser et avoir des process, etc. En anglais, on dit « in the end, it's a people's business ». Donc, quand on dit partenariat, il faut identifier des gens avec lesquels on partage des valeurs, avec lesquels on peut se mettre d'accord sur un business plan, avec lesquels culturellement on a une certaine affinité. Premier élément. Deuxième élément que je voudrais ajouter à la discussion, chez nous on a deux types de business. D'une part, on gère les fortunes de high net worth, de ultra high net worth, donc des clients privés. Là, notre intérêt est purement Canada, parce que s'occuper de clients résidents taxes américains comme banque européenne, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Les législations, la finance, pour y avoir été très longtemps. Les Américains sont très bien à protéger leur marché. Donc,
Au niveau client privé, clairement, notre intérêt est sur le Canada et les résidents canadiens. Par contre, notre entité de Degroof Petercam Asset Management, DEPAM, qui gère pour des clients institutionnels, elle voit vraiment le Canada comme un point d'ancrage pour développer l'Amérique du Nord. Donc je pense que ça dépend de votre business, ça dépend de votre ambition et ça dépend de la législation. Il faut combiner les différents éléments. C'est très bien, c'est une bonne perspective sur ce sujet, donc merci beaucoup. On va passer à la prochaine question. Donc, d'après vous, quels sont les défis majeurs que fait face une entreprise en s'installant au Canada et quelles en seraient vos recommandations pour que le projet soit un succès? Benoît, peut-être vous pouvez parler de comment est-ce que vous avez réussi à faire du projet un succès et ensuite on va écouter les... En même temps, quand j'écoutais votre question, j'essaie tout de suite d'y répondre là. Mais c'est pas simple, d'autant qu'on a 2 années quand même qui sont très atypiques et pendant lesquelles on n'a pas pu mettre en œuvre, je pense, les bonnes pratiques. La bonne pratique pour moi, c'est d'être physiquement là souvent, tout simplement, pour bien comprendre. On se fait beaucoup d'images fausses aussi sur le Québec et sur le Canada en général, en se disant justement que oui, en fait, c'est un peu l'Europe en Amérique du Nord. C'est faux, c'est pas vrai. C'est l'Amérique du Nord, qui parle français, en tout cas en partie, mais c'est vraiment américain dans toute une série de dimensions. Ne fût-ce que sur un aspect, moi, qui m'a un petit peu, pas choqué, mais enfin qui m'a interloqué, c'est que je me rends compte que même si l'image qu'on a souvent de l'Amérique du Nord, c'est que c'est des gens qui travaillent fort, etc., en réalité, non, c'est pas vrai. Enfin, ils travaillent bien, ils font. Mais attention, parce que je pense qu'il y a quand même quelques Canadiens dans l'audience. Au sens où, si on prend simplement la part de la vie privée par rapport au travail, les Canadiens ont un équilibre qui est bien meilleur que le nôtre. Et donc, notre manière de penser qu'on peut travailler jusqu'à 7 heures du soir, tous les soirs, et que c'est normal, ça n'existe pas au Québec. Donc, une méthode de travail qui est différente. Totalement différente. Mais si on ne le vit pas et qu'on ne le comprend pas, on a du mal à saisir que précisément, quand on se retrouve, par exemple, dans des problèmes de travailler sur les 2 continents à des horaires qui ne sont pas nécessairement synchronisés, eh bien, on s'attend, par exemple, à ce qu'ils soient actifs jusqu'à 7 heures du soir pour une raison ou pour une autre, pour traiter des gens qui se trouvent à Vancouver. Ben non, ça n'existe pas. Les gens à 5 heures, généralement, ils déposent leur porte-plume. En Belgique, ça n'existe pas non plus. Enfin, j'ai jamais vu ça. Dans notre secteur, c'est une espèce de convenance que les gens font de longues heures. Ce qui n'est pas nécessairement meilleur, c'est pas ce que je dis. Je veux dire simplement par là que si on ne va pas sur place, on ne comprend pas la culture et qu'on a vraiment beaucoup de mal à travailler. Et je dis ceci, c'est que les 2 années qui ont passé ne nous ont pas permis, par exemple, de faire ce qu'on a toujours fait, c'est de faire des échanges. C'est-à-dire, on prend des gens de là-bas, on les met chez nous, on prend des gens de chez nous, on les met là-bas. Comme ça, ils comprennent la manière de fonctionner. Et là, depuis 2 ans, on n'a pas eu cette occasion, ce qui fait que les gens nouvellement entrés dans l'entreprise n'ont pas nécessairement complètement compris comment on fonctionnait en commun. Oui, c'est vraiment une sensibilité qu'on apprend vraiment en étant sur place. D'autant que c'est le gros avantage quand même du Québec, c'est que c'est tout près. Hein, c'est 8 heures de vol, c'est plus près. Je dis toujours, quand je descends en vacances à la Côte d'Azur, ça me met le double du temps que ce que je mets pour aller à Québec. C'est quand même un peu fort. Et donc, en fait, il y a une extraordinaire facilité de maintenir le contact. Paradoxalement, c'est plus simple pour nous d'entrer en contact. C'était 2 ans avant de faire du commerce physiquement avec le Québec qu'avec Londres. Oui, d'avoir un rendez-vous. Plus particulièrement, oui. Oui, mais c'est dire, quoi. Oui, tout à fait. Combien les distances sont quelque chose d'extrêmement relatif. Mais voilà, donc, je pense que le contact physique, et le contact physique, je veux dire le contact personnel est très très important dans ce pays. Très bien. Vas-y, oui. Donc,
Je suis tout à fait d'accord avec Benoît, parce que c'est vraiment ce qu'on voit sur le terrain avec la plupart des PME. C'est vraiment cette différence culturelle qui est vraiment importante, qui doit vraiment être bien compris si on veut s'assurer un bon succès de sa stratégie. Ce que Benoît a relevé aussi, c'est la différence, enfin je ne sais pas si tu l'as relevé, mais tu l'as sous-entendu, la différence d'heures. Et cette différence d'heures, elle est vraiment placée parce que gérer un projet à l'étranger, par excellence au Québec, je ne sais pas ce que tu en penses Benoît, mais ça prend du temps et ça prend de la dévotion. Et ça, c'est vraiment quelque chose de super important parce que ce qu'on voit dans les PME, c'est vraiment parce que forcément, au niveau du management, le management est plutôt réduit. Et donc, il faut vraiment se dire, bon, j'ai fini ma journée en Europe, je commence ma journée canadienne. Et je dois y mettre suffisamment de temps. Ça veut dire que concrètement, si on regarde les heures ici, ça veut dire qu'à partir de 16 heures, vous commencez sur votre journée canadienne jusqu'à 20 heures, 22 heures, parfois plus tard que ça, pour pouvoir, bon, alors c'est ton cas Chris quand tu dois communiquer avec Bethany, c'est ton cas quand tu dois communiquer avec Alexandra, toi comme c'est la même chose avec ton équipe chez Desjardins. Donc, et ça, c'est très particulier en fait, et il faut gérer ça. Et ce qu'on remarque, c'est souvent grâce aux différents partenaires qui sont l'ambassade, les délégations, les missions économiques. On rencontre énormément de joueurs et donc des partenaires potentiels. Puis on rentre dans son pays, on trouve que la PME trouve que c'est difficile de maintenir le contact justement à cause de ces différences d'heures. Donc c'est juste un petit message en disant, voilà, consacrer le temps nécessaire, le cas échéant déléguer au sein de la PME la personne qui va pouvoir avoir le contact, mais il faut maintenir le contact, parce que ça, sur le plan culturel, c'est important. Si la société ou le partenaire potentiel canadien n'est plus capable d'avoir des contacts avec son éventuel partenaire, il y a un déficit de crédibilité à ce moment-là qui met en danger la possibilité d'un partenariat potentiel. Je pense, et juste très rapidement, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense que quand on parlait de l'échange des personnes, que vraiment la mobilité, une fois qu'on peut voyager un peu plus, mais qu'elle se fasse pour qu'il y ait justement cette compréhension. Et je pense qu'un des seuls avantages de la pandémie, c'est que maintenant, il y a un peu plus de flexibilité, je pense quand même, au niveau des horaires de travail. Donc je pense que les personnes, voilà, on ne va pas s'attendre à ce qu'ils travaillent de 8 heures jusqu'à 22 heures, mais on sait que s'il doit consacrer du temps à son projet canadien, il va commencer peut-être un peu plus tard ou prendre une pause le midi un peu plus longue, mais adapter et faire les choses... Et je pense que culturellement, l'Europe est en train d'évoluer aussi dans ce sens, où justement on est en train de mettre en avant, trouver un équilibre de vie. Et je pense que ce soit les employés ou les entrepreneurs sont encore meilleurs quand ils ont trouvé cet équilibre. Donc on aura quand même appris certaines choses avec. Je dois corriger la perception que j'ai peut-être donnée tout à l'heure, enfin de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la perception que nous avons qu'on travaille beaucoup, parce qu'effectivement, on fait de longues heures, ce qui n'est pas nécessairement bon. Et sur cet aspect, moi-même, je pense que j'ai été transformé par mon expérience du Québec, qui est de bien comprendre qu'effectivement, en se concentrant et en faisant un espace clair, distinct entre la vie privée et la vie professionnelle, je pense qu'on augmente globalement le bien-être des travailleurs, certainement, et donc partant la productivité. Et du coup, les 2 années qui viennent de se passer ont eu aussi un impact sur justement cette perception-là. Et peut-être ont un peu flouté les choses, mais là, il y a eu un enrichissement, une cross-fertilisation, pour utiliser un terme anglais, entre les deux cultures. Et il y a une autre chose que je voudrais rajouter maintenant, qui peut-être revient sur les autres questions. Je pense que dans notre secteur à nous, le logiciel, il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas. On voit toujours les États-Unis comme étant le centre du monde du logiciel, et c'est une perspective qui est très erronée. Si on regarde le nombre de développeurs qui se trouvent aujourd'hui dans le monde, la grande majorité des développeurs se trouvent en Europe. Que ce soit ici en Europe de l'Ouest ou alors évidemment dans des pays comme l'Ukraine, la Bulgarie, etc., où il y a d'excellents développeurs. La qualité des développeurs, elle est enviée dans le monde entier. Et le nombre est aussi extrêmement demandé par les entreprises américaines. Donc les entreprises américaines voient les entreprises européennes comme des cibles de plus en plus. Moi, je discute avec des fonds américains toutes les semaines. Aujourd'hui, ils ont clairement une intention de déployer énormément d'argent sur des entreprises
européenne, en raison précisément du fait que c'est un marché qui est encore pas complètement plein ou vide, il y a de la place, et qu'il y a beaucoup de développeurs. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, ces sociétés américaines rachètent des boîtes européennes, elles les rachètent. Il y en a toute une série qui, bon, je peux citer des noms, des boîtes comme Celigen par exemple, entreprise belge qui a été rachetée par un grand groupe américain. Elles perdent beaucoup de leur âme. Maintenant, je pense qu'il y a une voie médiane, parce que les Américains comprennent aussi que le Québec et le Canada est un extraordinaire potentiel en matière de développeurs, hein, notamment parce qu'en fait, ils ont une politique d'ouverture justement à du talent étranger qui vient s'installer au Québec. Et donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, des villes comme Toronto sont devenues presque aussi importantes que la Silicon Valley. Il y a là énormément d'entreprises actives dans l'éthique. Et du coup, je vois dans cette alliance objective entre l'Europe et le Canada dans les technologies de l'information, le potentiel véritablement d'un rééquilibrage technologique mondial. Il y a là place pour créer, sans passer nécessairement par les États-Unis, des acteurs véritablement de poids dans la technologie. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, on revient vers toi. Très rapidement, je voudrais ajouter 2 défis qui me paraissent importants, parce que tout ce qui a été dit était très, très pertinent, je le vis tous les jours avec les Canadiens. Je voudrais ajouter 2 choses. D'abord, effectivement, en plus de la culture d'affaires, il y a aussi la culture de consommation, les habitudes de consommation des Canadiens. Et on pourrait parler des habitudes au Québec et du Canada anglophone qui sont là encore différentes, mais selon les provinces et les États, si vous comptez suivre avec les États-Unis, sont très différentes. Donc ça, il faut bien comprendre ce marché-là. Et évidemment, ça revient à être partenaire soit d'une entreprise, soit embauché localement pour avoir au moins un point de vue local. Parce que si vous cherchez à apprendre les 10 provinces et territoires canadiens, et pourquoi pas les 50 États américains, vous en avez pour un certain temps. Là où quelqu'un qui est né en Ontario, au Québec, en Alberta, saura peut-être déjà plus ou moins quelles sont les cultures de consommation. Donc attention à ça, c'est vraiment très différent de l'Europe. Petit commentaire d'ailleurs sur la culture en général. Pour ceux d'entre vous qui sont belges, je trouve qu'il y a 3 pays qui sont moins désavantagés en termes de culture d'affaires. Ce sont la Suisse, la Belgique et le Royaume-Uni. Donc profitez-en si vous êtes de l'un de ces 3 pays. Deuxième chose, les financements de la tech, évidemment. C'est un gros sujet, c'est un gros défi si vous êtes dans une entreprise technologique. Vous trouverez en Ontario, particulièrement, un grand nombre de fonds d'investissement non américains, parce qu'évidemment, les gros acteurs, ce sont là encore les fonds d'investissement américains. Et c'est vrai que le financement de la tech est un défi, tout comme ça l'est en Europe. Comprendre un logiciel et savoir comment il va se revendre pour un banquier, c'est pas toujours simple. D'où une certaine frilosité. Mais sachez que dans le Canada anglophone notamment, il y a beaucoup de fonds d'investissement, vous en trouverez aussi au Québec, qui peuvent vous aider en termes de seed, de série A, sur les premiers stades de la vie de votre entreprise, si elle est jeune. Très bien, merci beaucoup. Et donc, on va aborder la dernière question et ensuite, on va passer aux questions de l'audience parce qu'en fait, le temps passe très vite. Cette dernière question s'adresse à vous 4, donc n'hésitez pas. Et puis après, on reviendra vers vous et on aura le prochain panel qui suivra direct après, avec la pause déjeuner après. Donc, encore 1 heure et on pourra manger. Donc, la question laquelle je vais prendre, parce qu'en fait, il y en a pas mal, mais on a... Donc, le Canada est un très vaste pays avec différentes réalités sociales, économiques et culturelles. Comment aborder le tout sans s'y perdre? Donc, on a commencé à aborder un petit peu le sujet. Je ne sais pas, Chris, est-ce que tu veux commencer par ton expérience en voyant comment ça se passe? Bon, il faut choisir ses batailles dans la vie, pour le dire comme ça. C'est vrai, le Canada, c'est un pays, mais derrière, il y a des provinces. Nous, on a choisi le Québec et l'Ontario parce qu'on a bien ciblé ce qu'on veut faire, ce
ce qu'on ne veut pas faire. Et on a essayé, on a fait notre homework, pour le dire comme ça. On pense qu'on a les meilleures chances de réussir dans ces deux provinces. Je pense que ça fait partie des plans d'analyse et des stratégies et des souhaits qu'on développe avant qu'on y va. Mais c'est quelque chose qui revient en fait. C'est vraiment le choix de la province, là on le voit, est vraiment important. Donc, Une fois que vous avez fait votre étude de marché, j'aime beaucoup l'opportunisme d'Actito. Je pense qu'une fois que vous avez concentré votre ciblage sur, on va dire, 5-10 territoires, c'est l'opportunité qui va faire le reste. Donc soyez à l'écoute et opportuniste. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ça. Je pense qu'effectivement, il y a toute la préparation qui doit être faite. Je pense que c'est important. Donc l'étude de marché, bien entendu, un benchmark éventuel et les analyses qui suivent. Je pense qu'il faut être bien préparé pour le marché canadien. C'est comme je pense l'a dit Benoît, ça n'est pas une extension. Le Canada n'est pas une extension de l'Union européenne. C'est bien un marché différent, avec effectivement qui fonctionne différemment. Un marché de la consommation bien atypique en fait. Donc je pense que ça... c'est important d'être bien préparé. Et puis l'attrait des secteurs. Je pense que bon, on a parlé d'éthique notamment, et donc la Silicon Valley qu'on appelle Silicon Valley ontarienne d'ailleurs. Donc voilà. Donc je pense qu'effectivement que ce soit Montréal, Québec City, Toronto, moi j'ai le plaisir depuis 2 ans, presque 3 maintenant, de présider la Chambre de commerce belge à Toronto. Et donc j'ai pu à plusieurs reprises en fait voir effectivement ce que Toronto pouvait amener. Et donc je pense que effectivement c'est un peu, on peut faire le parallélisme avec la Belgique en disant mais dans quelle région je dois investir. Mais je pense que chaque région a je dirais à ses actifs ou à ses forces. Et donc, je pense qu'on pourrait mettre assez facilement sur la carte la même chose pour les différentes régions du Canada, les différentes provinces du Canada, en se disant mais c'est où que je veux investir, où sont les secteurs forts, où sont les clusters forts. Une bonne étude de marché, quoi qu'il en soit, un bon business plan avant de se lancer aide toujours. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je crois que tout est dit. Je redis moi mon amour pour le Québec, parce que c'est quelque part une espèce de province-monde. J'aime bien, enfin, je suis belge et profondément belge, et je crois qu'on a un avantage, comme vous le disiez, concurrentiel, par le simple fait qu'on est des gens ouverts au monde. Le pays est tellement, on va dire ridiculement, on peut le dire petit, dans beaucoup de ses aspects. Ça nous a toujours obligés à aller voir ce qui se faisait ailleurs. Et le Québec est un petit peu dans la même situation. C'est un petit pays en termes de nombre d'habitants. C'est un pays qui est un petit peu coincé par la géographie, parce que plus au nord, on ne peut pas vraiment aller. Plus au sud, il y a les États-Unis. Puis de l'autre côté, c'est quand même la vaste plaine. Donc c'est un petit pays qui est par construction ouvert sur l'extérieur. C'est le port, on oublie toujours que c'est le port d'entrée de l'essentiel des marchandises vers les États-Unis. C'est par là que ça passe. C'est un pays qui, par son ouverture justement à l'immigration, accueille toutes les nationalités du monde. C'est un pays qui parle toutes les langues, un peu comme la Belgique. Donc, je pense que les similarités, elles sont surtout à chercher là-dedans. Nous pensons de la même manière. Nous pensons que, je prends cette idée que le monde est notre huître. Oui, c'est un peu ça. Ce sont tous les deux, la Belgique, l'Europe en général, et le Québec, cette province-là en particulier, sont par toutes leurs caractéristiques des lieux uniques qui permettent justement d'envisager justement une croissance économique pour leur pays, pour le Canada, mais pour le monde également. Merci beaucoup. Et donc ici, ça conclut les questions. Il reste encore quelques sujets, mais comme Sam le mentionnait, on pourra continuer à discuter pendant le déjeuner, après les sessions de cet après-midi. Donc n'hésitez pas Mais on peut prendre une question si quelqu'un... Mon nom est Michel Trovetskoy, je travaille pour Avisa Partners. Ma question est la suivante, c'est sur la destination des investissements canadiens en Europe et l'impact du Brexit.
En fait, avant le Brexit, beaucoup de sociétés, notamment de l'Ontario, avaient tendance à privilégier l'investissement en Grande-Bretagne pour se développer sur le marché européen. Aujourd'hui, clairement, c'est plutôt un inconvénient qu'un avantage. Et je voulais savoir si vous avez vu ça, je pose la question à la Compagnie Desjardins en particulier, est-ce que vous avez vu une réorientation des investissements canadiens en Europe? Alors, je vais vous décevoir, non. Originellement, les investissements canadiens, de par les liens historiques, se concentraient beaucoup sur la France et le Royaume-Uni. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui, par la taille de son marché et puis par aussi la qualité de ses produits, concentre une grande partie des investissements. Les Pays-Bas également. Donc ici, à Bruxelles, vous avez cette proximité. La Belgique est en bonne ligne. Hein, elle est dans le top 5 ou 6 des échanges avec le Canada. Je peux vous dire, c'est ce que j'observe et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aussi dans les statistiques économiques que vous pourrez trouver, que je pourrais vous envoyer si vous le désirez. Donc c'est l'Allemagne encore et les Pays-Bas qui sont les mieux placés en termes d'investissement canadien. France, Belgique, Royaume-Uni, Suisse, Espagne suivent bien. Après, j'ai envie de dire, on passe en deuxième division. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite rajouter un point sur ça ou... Donc on va clôturer ce panel. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, messieurs, pour votre contribution. Et au plaisir de vous retrouver un peu plus tard. Moi, je vais rester sur place et je vais inviter... J'ai oublié de mentionner, et on n'en a pas discuté, donc je vous propose une bonne lecture. L'accord économique commercial global entre l'Union européenne et le Canada. Vous trouverez les livres à l'entrée. Ils sont à l'achat. Et Xavier pourra vous en parler un peu plus, donc n'hésitez pas à venir lui en parler. Mais c'est un sujet pour pouvoir aller un peu plus en profondeur dedans. Là, le livre fera bien l'affaire plutôt que moi ici.